Chers amis, bonsoir. Donc j'ai décidé de vous adresser une vidéo ce soir pour naturellement vous tenir informé de l'évolution de ma situation, mais aussi échanger avec vous sur différents aspects. Alors sur ma situation judiciaire, mais aussi sur les différentes vidéos que j'avais établies il y a maintenant 15 jours à ma sortie de prison. Je vais vous parler ce soir aussi de réorganisation des CSP, ce que l'on fait actuellement, les comités de salut du peuple, qui pour la première fois ont pu être cités lors de l'émission avec André Berkoff, où j'ai pu parler des CSP, des comités de salut du peuple, ce qui jusqu'ici était inexistant et inaudible partout en France. C'était la première fois que nous pouvions en parler à grande échelle et à grande écoute. Et je vais vous parler aussi de ce qui se passera dans l'avenir, dans les prochaines semaines, sous réserve bien sûr de mes capacités judiciaires. Et je vais finir par les capacités judiciaires, mais je vais commencer en fait cette vidéo par la situation judiciaire. Parce que vous ne l'ignorez pas, nous sommes donc dans une magnifique démocratie vibrante, un état de droit respectable, et aussi une présomption d'innocence absolue. Ici, c'est l'ordonnance donc de ma mise en liberté, que vous pouvez voir ici. Ordonnance de mise en liberté qui est assortie d'une mesure d'assignation à résidence. Voilà pourquoi je reste chez moi, avec surveillance électronique. Voilà pourquoi j'ai un bracelet au pied. Ce contrôle, cette assignation à résidence est très stricte. Je ne peux pas sortir de chez moi à l'exception 6 jours sur 7, je peux sortir, mais à raison de 2 heures, voire 4 heures par jour. Et jamais le soir, par exemple. Donc je suis considéré comme vraiment un criminel. La présomption d'innocence doit exister. L'instruction est encore en cours, les investigations sont en cours, mais vraiment, ma situation est assez extraordinaire parce que, alors que, comme vous le savez déjà, je n'ai violé, volé, tué et escroqué personne dans la mesure où il n'y a pas eu de dépôt de plainte contre moi, toujours pas d'ailleurs à cette date. Donc j'ai fait 4 mois de prison, comme vous le savez, ce qui est, nous le savons tous, une forme d'offensive politique probablement instrumentalisée, travestie en action judiciaire. Voilà, c'est mon postulat. Mais aujourd'hui, donc, je rencontre un obstacle majeur parce que dans le cadre de cette ordonnance de mise en liberté, donc j'ai des conditions respectées, que jusqu'ici je respecte depuis 3 semaines. Chaque fois, je dois demander à la maîtresse, pardon, à la juge, la possibilité de sortir si je veux faire quoi que ce soit. Donc souvent, les sorties pour convenance personnelle sont interdites. Okay, et donc rarement la justice agrée donc à nos demandes de sortie. Mais là, en l'occurrence, j'ai demandé donc depuis 5 jours, 6 jours, par recommandé par mes avocats, à pouvoir rencontrer mes avocats pour planifier la stratégie pour ma défense, pour la défense aussi de l'association, bref, beaucoup d'enjeux. Et je n'ai aucune réponse. C'est-à-dire que ce soir, à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, je devrais être dans le train, dans le TGV pour Paris, si la justice me l'avait autorisé, pour demain rencontrer mes avocats, c'est-à-dire Maître Sanviti, Bertozzi et aussi Maître Branco. On devait se voir donc demain après-midi, et je ne pourrais pas me déplacer sur Paris pour une raison très simple, c'est que la justice n'a pas traité notre demande. Voilà. Donc on demande à rencontrer ses avocats, et nous n'avons aucune réponse. Donc chaque fois, il faut systématiquement demander des créneaux, mais visiblement, là, la justice, je pense qu'elle a trop à faire. Et donc, elle ne répond pas à nos demandes, ce qui est très bloquant. Très bloquant et très, très frustrant, je dois vous l'avouer. Mais peut-être que tout ceci peut-être est-il fait exprès. Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Les choses ont été respectées jusqu'ici me concernant. Ça fait 3 semaines de plus, en fait, d'incarcération. Parce que sachez que quand vous êtes donc assigné à résidence avec un bracelet électronique, ça compte donc dans votre, entre guillemets, crédit incarcération. Donc j'ai à mon crédit déjà 4 mois de prison ferme, parce que j'ai fait 4 mois de prison sans avoir été jugé encore. Donc j'étais en détention provisoire. C'est de la prison ferme. On vous prive de votre liberté. Et quand vous êtes chez vous, honnêtement, vu les conditions, c'est pas de la prison ferme, c'est moins dur qu'en prison, naturellement. On peut reprendre ses forces, naturellement. Je peux reprendre un sommeil normal, une activité physique, sportive. Je peux un petit peu sortir, bien sûr. Mais est-ce que je me sens criminel? Est-ce que je me sens, entre guillemets, coupable? Donc c'est toujours ce fossé grandissant qu'il y a entre la légalité et la légitimité, quoi. La loi doit rester juste, voilà. Et dans mon cas, je n'ai cessé de vous l'écrire à toutes les lettres très gentilles que j'ai reçues par milliers.
fait, voilà, on a dépassé plus de 2500 lettres. Toutes les lettres, j'ai chaque fois essayé de clamer que ces mesures étaient absolument disproportionnées et donc injustes, donc illégitimes. Voilà. Même si c'est sous le sceau de la légalité et sous une apparence de légalité. Voilà. Bon, bref. Notre stratégie de défense est toujours la même, c'est-à-dire de dire que depuis le début, nous ne sommes pas dissimulés, nous n'avons pas caché nos intentions sont claires, elles ont donc toujours été officielles, elles ont d'ailleurs été officiellement publiées via communiqué de presse, via conférences de presse, via site internet, via différentes déclarations régulières. Donc il n'y a pas une volonté de dissimulation. Voilà. Qui est une négligence? Oui. Et donc je parlerai dans une prochaine vidéo, je vais le faire en point 4, mais donc de toutes ces personnes qui m'ont vertement critiqué pendant que j'étais enfermé. Je vous dirai donc quelle sera ma réponse à ces détracteurs dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, voilà pour ce premier point que je voulais aborder avec vous, c'est la situation judiciaire. Donc pour l'instant, je suis bloqué, je suis chez moi, et je ne peux pas même me déplacer pour rencontrer mes avocats. Une défense ne s'organise pas que par Zoom ou que par téléphone ou par mail. Ça se fait aussi donc en rencontrant les avocats et en planifiant une stratégie discrétionnaire. Voilà. C'est la discrétion à laquelle on a droit, encore dans un état de droit. Je l'espère. Je l'espère. Enfin bref, l'espoir parfois est vain. J'en profite en point 2 pour remercier toutes les personnes. Vous êtes des centaines à m'avoir soutenu financièrement. Financièrement, c'est important. Comprenez bien que nous vivons dans une société où il n'y a pas de goulag. Il n'y a pas de camp de rééducation. Il y a en fait, c'est un camp à ciel ouvert. Ce camp à ciel ouvert est régi par une règle très simple. Vous pouvez vivre votre pleine liberté quand vous avez de l'argent. Si vous n'avez plus rien, qu'on vous a cassé les reins, qu'on vous a tué économiquement, donc socialement, vous n'êtes plus rien. Et voilà ce qu'ils ont essayé de faire, notamment avec moi, et notamment avec l'association d'ailleurs. Donc, officiellement, on peut le comprendre, que toutes les voies aient été entreprises, et les voies de recours et les voies d'action coercitives aient été suivies par la justice pour diligenter, pour faire cesser une infraction potentielle, pour faire cesser un préjudice à d'autres, potentiel, bien sûr, mais est-ce que pour autant, on doit détruire, totalement détruire, hein, je vous le dis, la vie économique et sociale d'un individu? Je vous rappelais dans une dernière vidéo que mon entreprise a été redressée alors que j'étais en prison, hein, et elle a été liquidée 2 mois plus tard. Donc là, nous allons faire appel, parce que, sauf erreur de ma part, et sauf erreur de mes avocats, le temps critique minimal entre un redressement et une liquidation, c'est 4 mois. Mais là, en 2 mois, visiblement, j'avais pas le droit à d'autres j'ai eu droit plutôt à un traitement de faveur particulier. Ils ont liquidé mon entreprise en 2 mois. Alors que bien sûr, je n'avais aucune réception de courrier, je ne pouvais pas savoir ce qu'il en était, ça a été ma grande surprise. Donc c'est une forme c'est comme si on nous tuait. On nous tuait financièrement, on nous tuait socialement, pour nous empêcher ensuite de faire ce qu'on devait faire. Et notamment toutes ces actions politiques. Alors, actions politiques, je vous en parle aussi ce soir. On est en train de réorganiser les CSP, parce que bien entendu, au niveau national, les comités de salut du peuple, qui ont donc eu leur première audience nationale grâce à André Berkoff, qu'on salue, et Sud Radio, ça a permis en fait d'envoyer un message, et j'espère provoquer plusieurs échos en France sur l'existence de notre association, qui est forte, je le rappelle, d'au moins 4500 membres, membres honoraires, qui avaient donc acheté du franc libre, et la condition d'achat du franc libre était d'être membre honoraire de l'association. Mais après, il y a ces membres honoraires qui étaient membres pour acheter du franc libre, et il y a tous les autres aussi, qui eux sont des membres actifs. Je suis en train de recenser, je fais un recensement donc de tous les CSP qui sont soit intronisés, soit en passe de l'être, soit en formation, et nous sommes, je pense que nous sommes déjà des milliers. Voilà, je ne sais pas si on est encore... J'ai pas encore dépassé la barre dans le recensement des 1000 membres actifs, mais il y a beaucoup de monde. Voilà, beaucoup de monde qui est impliqué d'ailleurs dans l'adhésion au livre blanc,
qui est en fait une somme de principes et de valeurs auxquelles on se rattache. Ce n'est pas moi qui les ai inventés, bien sûr. Je n'ai fait que l'écrire. Donc je le dis pour tous les détracteurs qui diraient Juvin que ceci, Juvin que cela, Juvin opposition contrôlée. Tout ce que je pense, tout ce en quoi je crois est dans ce livre blanc. Voilà. Mais j'y crois comme je pense, des centaines de milliers y croient aussi. Donc c'est une base, c'est un socle sur lequel nous essayons de nous réunir. Voilà. Et c'est un socle programmatique qui a d'ailleurs été suffisamment convaincant, visiblement, pour que je sorte de prison, parce qu'ensuite les questions qui m'ont été posées au cours de la procédure étaient sur ce livre blanc, qui avait d'ailleurs déjà été rédigé plusieurs mois déjà avant ma détention provisoire. Donc c'est une base programmatique. Tout d'abord, on pose nos principes, on pose nos valeurs, pourquoi nous nous réunissons, pourquoi nous devons aller vers une concorde, une réconciliation, dans un environnement qui est tous les jours plus désuni, détruit, en discorde, justement. Eh bien, il faut inverser. Tout ce qui a été subverti pour nous amener vers cette discorde, cette désunion, cette destruction et cette élimination, nous devons retourner tout cela, retourner la dynamique, et faire que nous nous réunissions, nous nous réconcilions, et nous marchions ensemble, en convergence, vers la seule chose qui nous réunit tous à la fin, c'est le salut de nos peuples réunis en nation, et le salut de la France. C'est la seule chose qui doit nous motiver. Que vous soyez républicain, monarchiste ou bonapartiste, j'ai envie de vous dire, peu importe. Vous avez tous en vous une part de l'histoire qui est absolument légitime de la France. Mais maintenant, il faut passer, en fait, il faut se dire les choses, il faut se parler avec vérité, avec transparence, et se dire, bon, écoutez, la monarchie, elle a été responsable de 1400 ans d'histoire française, c'est important ce qu'elle a produit, et d'ailleurs, peut-être qu'elle a un avenir, cette monarchie, sait-on jamais, les cycles historiques, parfois, nous réservent des surprises. Le bonapartisme peut être vu comme cette transition, nécessaire ou non, entre la monarchie et la République, et ensuite la République, ce qui a été. Mais la République, quelle est-elle? Est-elle cette République aristotélicienne de la lumière, plutôt d'inspiration grecque, comme on l'aurait souhaité? Ou est-ce une République qui a été déjà, dans son premier sein, sa première graine plantée, déjà pervertie, subvertie, pervertie, par un programme qui ne disait pas son nom à l'époque, pourtant qui était manifeste, et qui maintenant vous livre tous ses fruits. Parce que ce soit moi demain, Alexandre, que ce soit l'association, que ce soit vous, que ce soit un parti, que ce soit quoi que ce soit, jugez une personne sur ses fruits. Jugez une personne sur ce qu'elle produit, non pas simplement ce qu'elle pense, mais comment elle va par exemple produire des choses par rapport à sa pensée. Vraiment les fruits. Comment elle fructifie sa pensée, comment elle fructifie son action, qu'est-ce qu'elle vous apportera, collectivement. Donc je réorganise tout cela, je suis en train également donc de faire du nettoyage de beaucoup de nos fils. Je le dis et je le répète, Telegram, je pense, va bientôt disparaître. Voilà. Je vous le dis presque par réflexe géopolitique. C'est une suite d'idées logiques mais géopolitiques. Vous avez des états profonds. On va refaire une boucle état profond géopolitique pendant 3 minutes pour vous expliquer pourquoi Telegram pourrait disparaître. Vous avez des états profonds qui voulaient en fait régner sur le monde entier. Voilà. Par le truchement d'autres d'états officiels, de puissances, notamment les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre et d'autres. Et donc ils se sont instillés par la subversion, toujours, la subversion c'est leur arme, donc ils infiltrent et ils subvertissent les esprits et les appareils d'État pour retourner ces appareils d'État contre, en fait, le contrat social que ces appareils d'État avaient signé avec leur peuple, qui disait l'appareil d'État est au service du peuple, point. Voilà, que ce soit un peuple roumain, russe, français, l'appareil d'État doit être au service du peuple. Tout ceci a été subverti pour que l'appareil d'État apporte des fruits toujours plus généreux, non plus au peuple français, ici nous, mais à des intérêts privés, qui se gavent littéralement sur notre dos depuis des décennies, et peut-être même des siècles. Bref. La Russie, de Poutine, a mis un coup d'arrêt à leur velléité expansionniste, donc, sur le continent eurasiatique. Voilà. Poutine y a mis un coup d'arrêt, après avoir fait le nettoyage chez lui de ses états profonds. Je pense qu'il y a plutôt une opposition d'état profond en Russie, un état profond plutôt légitimiste, qui pourrait être incarné par le FSB,
voilà, dont Poutine est un ressortissant, et des États profonds donc plutôt capitalistes, ultralibéraux, financiarisés, bref, tout ce que vous connaissez, tout ce qu'on connaît nous en Occident, et qui voulaient prendre le contrôle à partir de 91. Donc entre 91 et 99, ça a été la curée en Russie. Ils ont essayé de prendre le contrôle. Ensuite, Poutine est arrivé en 2000. Il a fait un grand nettoyage pendant 20 ans. Et il a réussi à remonter son pays pour qu'il ait suffisamment de ressources actuellement pour dire merde à ceux qui veulent donc marcher sur la plate-bande. Très simplement. Ce coup d'arrêt en Ukraine des velléités expansionnistes, non pas ukrainiennes, mais en fait otaniennes et encore derrière américaines et encore derrière des États profonds, voilà, qui étaient les responsables, il y a plusieurs siècles déjà, des révolutions françaises, des révolutions russes, des révolutions chinoises, toutes les révolutions en fait, qui ont mis à terre les monarchies, bref, les anciens régimes, ce qu'on appelait les anciens régimes, et qui étaient en fait les régimes ancestraux, qui nous liaient, nous peuples, à la dimension divine supérieure. Tout ceci a été coupé par les révolutions. Pourquoi, par exemple, on a eu le communisme? Pourquoi on a eu les Lumières, la franc-maçonnerie, toutes ces choses-là? C'était pour nous couper progressivement, en fait, du lien, de la verticalité que nous avions, une verticalité divine. Et pour faire de nous, en fait, eh bien, non plus de stricts citoyens, voilà, citoyens du monde, mais en fait des êtres humains coupés de leur divinité et qui allaient progressivement ensuite régresser vers un état animal. Nous y sommes. Nous sommes en pleine régression vers l'état animal. Bref, mais je digresse. Pour revenir à la Russie, donc, le bloc occidental était en pleine expansion, il y a eu ce coup d'arrêt. Donc ce coup d'arrêt fait que le bloc occidental, vous le voyez par rapport à ce qui se passe en France, aux États-Unis et ailleurs, est assis sur des mécanismes qui sont déséquilibrés. Pour compenser ces déséquilibres, ils sont obligés de réaliser des opérations de prédation extérieure toujours plus importantes et déséquilibrantes d'ailleurs pour les pays autour, notamment le continent africain. Voilà. Les déséquilibres que nous subissons en France, c'est pas normal d'avoir autant de chômage. C'est pas normal qu'on nous dise qu'il y a 5% de chômage officiellement, alors qu'en fait il y en a 18%. Vous voyez ce que je veux dire? Ces déséquilibres en fait étaient compensés donc par des prédations, donc des expansions toujours plus croissantes. Et la Russie devait fournir ce coffre-fort. Et la Chine peut-être était le suivant, à fournir ensuite ce réservoir de main-d'œuvre. Voilà. La Russie pour on va dire sa richesse halieutique, métallurgique, enfin minière, pardon, et aussi surtout en hydrocarbures énergétiques, et la Chine pour la réserve de main-d'œuvre. Et là, vous auriez eu en fait un monde totalement sous cloche, organisé autour d'États profonds, qui avaient leur main-d'œuvre chinoise, leurs ressources énergétiques en Russie, et puis le reste du monde pour s'amuser. Voilà. Ça s'est pas produit. Donc, le bloc occidental s'est pris un effet en presque un effet rebond, un effet de ressort, de contraction de ce ressort. Et ce ressort donc est en train de se contracter. Donc voilà pourquoi nos systèmes sociaux, économiques sont mis à rude épreuve. Et ils vont en fait craquer. Parce que les déséquilibres ne sont pas la résultante en fait d'incompétence ou différentes choses. C'est la résultante d'une feuille de route. Et ils le savent. Ils ont été mis au pouvoir pour ça. Vous pensez qu'Emmanuel Macron a été mis au pouvoir simplement avec son charme et ses réseaux et sa compétence? J'espère que vous rigolez. J'espère qu'une partie des Français est en train de se réveiller. J'espère qu'ils sont en train de comprendre qu'il y a des enjeux beaucoup plus puissants derrière. Effrayants. Je l'avais dit dans d'autres vidéos, ces enjeux-là sont effrayants. Pourquoi je vous en parle encore aujourd'hui? Parce que malgré tout ce qui m'arrive, je ne me tairai pas. Je continuerai à le dire, ça reste encore ma liberté de penser. En tant que citoyen français, j'ai le droit de le dire. Et même si je suis taxé de complotiste, de covido-sceptique radicalisé et différentes choses, de décliniste et j'en passe, tout ceci va arriver, bientôt. Cette contraction des systèmes sociaux va créer donc des tensions politiques. Et actuellement, ces tensions politiques n'auront aucune forme on va dire, d'aboutissement heureux pour une raison simple. C'est que par exemple, les syndicats ont été depuis très longtemps. Rappelez-vous le scandale de l'UIMM, ça remonte à une dizaine, presque une quinzaine d'années. Tous les syndicats, même la CGT, FO et les autres, tous ont un passé relativement trouble. Ils ont un passé trouble. Il est possible d'ailleurs que certains syndicats soient en fait dans la main des gouvernants et
en fait, et de ce qu'il y a encore derrière les gouvernants, tout simplement pour être le faux nez en fait, des contestations sociales. Et là, le problème de ce qui se produit là sous nos yeux depuis quelques semaines, alors que j'étais encore en prison, je voyais ça apparaître, eh bien, c'est que les syndicats sont, en fait, ils sont pieds au mur. Voilà. Là, ils ne peuvent plus reculer. Le dernier symbole, le dernier veau d'or capitaliste, matérialiste, auquel on est tous attachés, posez la question autour de vous. Toutes les personnes que ce soit au café du coin, au restaurant, dans les entreprises, dans les manifestations, tout le monde dit quelles vont être mes cotisations, quelle va être ma retraite. Le Français jusqu'ici pensait à sa retraite et à sa cotisation. Et tout ceci est en train de voler en éclats. Et quand tout ceci va voler en éclats, c'est-à-dire le dernier symbole en fait, le dernier veau d'or matérialiste, il va voler en éclats, les gens vont se dire mais qu'est-ce qu'il nous reste? Plus rien. Il va y avoir un tas de braises fumants. Ils vont vous pousser en fait à des niveaux d'âge qui seront incompatibles en fait avec tout simplement avec votre activité, parce que vous savez bien que on n'aura plus dans le monde dans lequel nous entrons et dans lequel ils nous font entrer, nous n'aurons plus en fait de régularité professionnelle. Il va y avoir des changements de carrière plutôt brusques. Le marché de l'emploi n'a pas été organisé, en fait, pour que des générations puissent avoir du plein emploi pendant 30 à 40 ans. Il n'y aura pas de plein emploi pendant 30 à 40 ans. Ça veut dire que la plupart d'entre vous ne partiront pas à la retraite à 64 ans. Ce sera 66, 67, 68, 70, et certains n'auront toujours pas leur retraite à 70 ans. Parce qu'ils auront eu des ruptures de carrière professionnelle. Donc tout ceci pour vous dire que les syndicats sont dos au mur. Voilà. Toute leur légitimité va disparaître. Ça va exploser. Ils ne peuvent pas faire autrement que d'essayer d'arracher cette date, les 64 ans. S'ils ne le font pas, ils savent que dès le lendemain, les petites revendications qu'ils peuvent avoir au quotidien seront peanuts en fait par rapport à l'enjeu majeur qui est la retraite. Et ils disparaîtront. Et en fait, les États profonds ont réussi, même à faire disparaître ceux qui les auront servis pendant des années. Ils se servent des syndicats pendant des années pour maintenir un climat social, pour maintenir une illusion en fait de contestation de différentes choses. Mais après, on arrive dans le dur. Là. Le dur, on y est. Au les cœurs, comme on dirait. Donc, on réorganise les CSP pour revenir à notre tout petit niveau dans les comités de salut du peuple pour faire en sorte que vous retissiez des liens à haute vitesse. Et pourquoi je parlais de Telegram tout à l'heure, voilà, je refais le lien et je finis là-dessus. Cette contraction fait, et vous l'avez observé, que les blocs sont en train de se dessiner. Il y a un bloc sino-russe, enfin sino-arabo, russo, brésilo, africano, quelque chose, voilà, et le bloc occidental. Voilà, donc on retourne à une bipolarisation de fait. Jacques Chirac souhaitait une multipolarité, il ne l'a pas eu, et on l'a pas. On a plutôt une bipolarité, et peut-être après cette bipolarité, peut-être qu'on retournera plus tard à une multipolarité. C'est une possibilité. Mais pour l'instant, il y a une bipolarité qui apparaît, avec une contestation frontale du leadership des États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc ils ne vont pas s'arrêter, ils vont y perdre, ils vont perdre le leadership de leur monnaie. D'ailleurs, leur monnaie, en fait, une fois qu'ils auront perdu ça, eh bien, ils vont avoir la tentation du pire. La tentation de la guerre, ils l'ont déjà, ils ont un pied dedans. Voilà, voilà pourquoi ils ne peuvent pas arrêter cette boucle infernale. Et voilà pourquoi, l'an prochain, c'est les élections américaines. Et ils ne pourraient pas se permettre d'avoir un Donald Trump qui dirait du jour au lendemain, on arrête la guerre. Parce que cette guerre, ils vont en avoir besoin pour détourner l'attention. Détourner l'attention sur les dettes abyssales qu'ils ont construites artificiellement pour s'enrichir. Ils ont tenu grâce au glacis sanitaire. Ils ont mis en place un glacis qui a gelé en fait les revendications. Et là, on arrive à une période maintenant où tout ce glacis est en train de fondre. Ils font à travers d'ailleurs les révélations sur les effets secondaires. On vous avait averti pendant des mois. Moi et tellement d'autres, et bien avant moi, des médecins éminents vous ont averti, des professeurs. Ça arrive.
Voilà. On va avoir des effets secondaires, ça va exploser, et ça va être une suite ininterrompue en fait de, de colère, de tristesse, de, de, de révélation de trahison, différentes choses. Voilà, ça va être un cortège sans fin. Donc Telegram va disparaître, je pense, parce que déjà TikTok est dans le collimateur pour les Chinois. Telegram est encore, alors oui, on me dit, c'est entre Dubaï, différentes choses, mais ça reste un réseau qui est plutôt un réseau, entre guillemets, dissident et qui sert à communiquer. Donc si on doit l'utiliser au niveau du CSP, il faut qu'on l'utilise vite. N'imaginez pas que Telegram soit un outil pérenne. Vous devez l'utiliser vite pour vous mettre en relation vite avec des gens localement. C'est tout. C'est pas pour raconter la messe, c'est pas pour échanger des blagues, tout ça on s'en fout. Ce qui est important, c'est que vous ayez une boucle en fait d'authentification, de vérification de qui est qui, bien sûr, mais surtout que vous bâtissiez très vite des comités locaux qui vont être sur chaque circonscription électorale de France. 577 circonscriptions. Et chaque circonscription, environ a été découpée parce que ça correspond à environ 100 000 habitants, c'est très bien. Et sur ces 100 000 habitants, ben, vous pouvez globalement aller sur une circonscription, vous avez besoin de 20 minutes à vélo pour la parcourir. 20 à 30 minutes. Voilà. Si on part dans une démarche où on estimerait un jour que la situation soit absolument dégradée, qu'est-ce que je peux faire en vélo ou à pied? Voilà. Il faut que j'ai autour de moi, en fait, une circonscription cohérente dans laquelle je puisse me déplacer. Voilà. Et ça correspond donc au CSP. C'est pour ça que c'est calqué dessus, en fait. Je vais pas m'attarder ce soir. J'aurai une prochaine vidéo, donc, d'ici quelques jours, d'ici 2-3 jours, où j'expliquerai dans la vidéo, je répondrai à mes détracteurs. Détracteurs comme Pierre Jovanovic, comme Fabrice Divisio, petits détracteurs comme Valérie Bugot, qui était une détractrice plutôt gentille, mais il faut quand même que je lui réponde, parce que quand j'étais en prison, donc certaines personnes ont été questionnées sur le franc libre, beaucoup ont dit peu de choses, et on préfère rester neutre, rester discret, très prudent, mais maintenant, la peur n'exclut pas le danger, hein. Donc vous pouvez avoir de la prudence, vous pouvez avoir peur de ce qui va arriver, mais le danger est là malgré tout. Donc qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va faire? La question principale que se posent les Français, c'est que faire? Que penser? On a suffisamment de penseurs. Et donc on en discutera dans la prochaine vidéo. Mais articuler une pensée avec une action, c'est le plus compliqué. C'est le plus difficile. C'est le plus coûteux, c'est le plus douloureux. Combien de fois, combien de jours j'ai envie de m'arrêter? Quand je vois parfois des retours d'expérience, des conflits qui n'ont pas lieu d'être, combien de fois j'ai envie de m'arrêter? Mais pour 3 personnes qui me donnent envie de m'arrêter, il y en a toujours 4 qui me donnent envie de continuer. Donc ça continue. Et si ça continue, c'est pas parce que j'ai une force extraordinaire, pas du tout. C'est parce que c'est vous qui m'apportez une force extraordinaire. Voilà. Toutes les personnes qui me soutiennent et qui me poussent à faire ça. Voilà. Sans compter, bien sûr, ce en quoi on croit, bien sûr. C'est la force première. Donc, outre cette vidéo, je vais faire une demande également à la justice pour que d'ici un mois et demi, j'espère début mai, mi-mai, nous puissions en fait organiser un meeting politique, parce que j'ai toujours mes droits de citoyen, mes droits aussi sociaux, donc sur l'association Comité de Salut du Peuple, donc France Comité de Salut du Peuple, mais aussi le parti politique, le PDF, le Peuple de France, et je vais donc demander à la justice l'autorisation de pouvoir souscrire, jouir de mes droits sociaux de président d'association qui souhaitent réunir, non pas ses partisans, mais des citoyens qui ont envie de débattre, d'échanger, de se remonter le moral aussi. Et ça, on va essayer de le faire début mai, mi-mai. On en profitera pour faire bien sûr une boucle PDF, Peuple de France, une boucle plutôt politique, programmatique, sur qu'est-ce qu'on souhaite plus tard. Voilà. C'est bien beau de se battre, c'est bien beau de manifester, c'est bien beau de penser à différents modes opératoires de ce qui pourrait arriver plus tard, mais pour faire quoi? Pour aller vers quoi? Quelle France veut-on? Pour quelle France suis-je prêt à me battre? Pour quelle France suis-je prêt à prendre des risques?
Pour quelle France suis-je prêt à aller en prison? Pour quelle France suis-je prêt à prendre des risques sur ma vie? Pour quelle France? Quelle idée de la France? J'espère qu'on pourra en discuter lors de ce meeting, qui permettra aussi d'ailleurs de réunir les CSP et de faire en sorte qu'on puisse aussi les introniser. Voilà. Bien entendu, on ne peut plus pour l'instant, toutes les démarches autour du franc libre sont suspendues, voilà, je vous le répète encore, mais on pourra quand même réunir les CSP qui seront prêts pour les introniser et pour les officialiser. Voilà, pour que le réseau CSP encore grandisse. Nous pourrons le faire donc début mai, mi-mai. Voilà, chers amis. J'espère ne pas avoir été trop long. J'espère que vous allez bien. Et que même si vous allez mal, dites-vous que d'autres personnes, beaucoup de personnes vont mal en France actuellement. Mais que de se réunir, de partager sa souffrance, eh bien ça permet en fait de poursuivre son chemin. Il ne faut pas que vous vous arrêtiez. Il faut poursuivre ce chemin. Il va être sinueux, il va être pentu, il va être jonché d'obstacles. On va tomber. On va parfois se battre entre nous. Mais à la fin, voilà, il faut rester pur, ferme et fidèle. On a un des plus beaux pays du monde. Et un pays qui est observé dans le monde entier. Et qui est un échelon géopolitique majeur, la pièce maîtresse, le joyau de la couronne occidentale. Donc c'est pour ça que ce qui se passe en France est observé avec la plus grande attention. Voilà pourquoi les opposants, même s'ils ne font que s'opposer verbalement, sont poursuivis. Alors qu'ils n'ont rien fait d'autre que... Ils sont pas les brûlés des poubelles, ou ils n'ont pas provoqué des blessures par dizaines en protégeant des bassines. Vous voyez, beaucoup d'opposants actuellement vont en prison ou sont inquiétés alors qu'ils ne font que penser. Et c'est normal, parce qu'en pensant, au commencement était le verbe. Donc dès qu'on commence à penser différemment, on sait que les choses vont suivre. Et ils le savent. Ils le savent. Donc penser c'est bien, pensons tous ensemble, appelons, lançons des appels, comme j'en ai partagé aujourd'hui, mais ensuite n'oublions pas qu'il va falloir agir. Et il va falloir pour ça s'organiser. Sans organisation, pas de victoire. C'est pas possible. Chers amis, parlons-nous en vérité, œuvrons pour la liberté, et œuvrons pour la liberté qui nous apportera un jour la souveraineté. Vérité, liberté, souveraineté, et surtout vive la France. Merci chers amis. Bonsoir.